pense qu'on va juste attendre qu'il passe quelques instants. Profiter de la nature. Hein. Ils vont aller, mais... Va savoir. Faire un petit tour du lac comme nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimix. Sur Unimix, la radio des Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en quelque sorte sur Unimix. Cette fois-ci, on se retrouve à nouveau en Valais pour une interview un peu spéciale. Et je voulais montrer qu'il fasse bleu, que c'est beau, enfin le Valais comme d'habitude. Et là aujourd'hui, malheureusement, il pleut. Mais malgré la pluie, j'ai Fabio Caron qui m'a rejoint pour parler de son travail de maturité. Fabio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de braver le froid et la pluie pour parler avec moi. Pas de souci. Alors, on va lancer tout de suite cette parenthèse académique junior en se baladant autour du beau lac de Montorge sous la pluie. Ça fera un petit côté ASMR pour cette fois. Alors, pour ceux qui nous regardent, on se retrouve tout bientôt. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, on va commencer cette petite aventure, car Fabio, toi, tu as écrit un travail de maturité qui s'intitule Évolution stellaire, et tu nous racontes un peu, en fait, la vie des étoiles, c'est ça? En fait, dans mon travail de maturité, je fais vraiment, il y a en gros deux parties. La première sera la partie théorique, où je vais expliquer vraiment ce que c'est le cycle de vie d'une étoile, donc de sa formation jusqu'à ses phases finales. Et dans la deuxième partie, ce sera plutôt calculatoire, où je vais pouvoir étudier deux étoiles en particulier. Comment t'es venue cette idée de faire sur les étoiles? Donc j'imagine que toi, tu étudies la physique au collège, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris l'option physique maths appliquée, du coup. Et puis le sujet, c'était mon prof de physique, en fait, qui l'avait proposé. Et puis je me suis renseigné un petit peu et ça avait l'air assez intéressant. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai été aussi très surpris un peu par la longueur de ton travail de maturité. Parce que oui, en règle générale, on tape dans la quinzaine de pages. Mais lorsque je l'ai ouvert, on était plutôt dans la septantaine de pages. C'est un sujet qui t'a passionné, je vois. Alors, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet duquel on pourrait parler pendant des heures et puis pendant des pages et des pages. Et je ne me suis pas vraiment rendu compte que c'était long comme ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, je suis arrivé à 30 pages et j'ai vu que j'étais à peu près à la moitié de ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, ça vaut pas la peine de m'arrêter là et puis d'avoir fait que la moitié de mon travail parce que ça n'a pas de sens, quoi. Il y a pas de raison de s'arrêter au milieu, donc autant continuer. Et comme j'adore ça et puis ça me passionnait, le sujet, ça m'a pas gêné de passer plus de temps à travailler dessus. Pour faire tes recherches, j'imagine que tu as dû consulter bon nombre d'articles. Et j'imagine qu'en astrophysique, la plupart du temps, c'est écrit en anglais. Est-ce que ça t'a posé problème? Alors étonnamment, ça va. Il n'y avait pas tellement de sources en anglais, mais non, au niveau d'anglais, j'ai de la chance parce que du coup, là, au collège où je suis, il y a justement la filière bilingue. En anglais, ça veut dire qu'on a des cours qui sont donnés en anglais. Donc j'ai assez l'habitude de parler l'anglais, donc ça va. Mais il y a quand même pas mal de sources aussi en français, donc je suis assez étonné aussi de ce niveau-là. Oui, il y a pas mal de livres et puis même des sites internet qui sont assez fiables aussi en français. Ouais. Donc j'ai pu consulter aussi un peu ton travail et tu le rappelles à plusieurs fois, le travail n'est pas exhaustif parce qu'il y a tellement de choses à voir et à apprendre. Mais pour toi, quel a été le fait qui t'a le plus impressionné ou qui t'a le plus passionné ou surpris? Voilà, c'est une bonne question. Alors, je sais pas. Je sais pas à quel point aussi les gens connaissent, donc je sais pas trop comment je dois en parler ou pas. Raconte un peu comment est-ce qu'une étoile justement vient à naître. Le fait qui m'a, je trouve, le plus impressionné, c'était un chiffre. C'était quand je parlais de la mort en gros des étoiles. Vous avez peut-être déjà entendu parler des supernovas. Oui. Là, vous avez vu des photos comme ça, c'est belle, ouais, c'est des belles images après qu'on voit aussi en termes de couleurs, tout ça. Et puis j'avais appris, je ne me rappelle plus maintenant exactement, mais je crois que seulement 1/10 millième de l'énergie, elle est sous forme de lumière.
Du coup, les magnifiques lumières qu'on a, c'est un 10 millième de ce que c'est réellement un truc comme ça. Et quand j'ai lu ça, j'étais quand même assez impressionné parce que ça montre quand même à quel point c'est exceptionnel, quoi. Oui. Donc, ouais. Tout le reste, c'est de la propulsion de matière. Ouais, alors... non, il faudrait que je me replonge dans ce que j'ai écrit. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'énergie thermique et tout ça, mais en termes de lumière, c'était vraiment pas grand-chose, vraiment rien par rapport à ce que c'est, en fait, à ce qu'on voit et ce qu'on a l'impression. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la merveilleuse vie d'une étoile, enfin, vie, techniquement l'étoile n'est pas vivante, oui, ça, mais... c'est un peu un abus de langage, mais il y a quand même une sorte de cycle qui s'apparente. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que justement une étoile vient à naître ? Alors, encore une fois, ce que je veux dire, ça va être vulgarisé, je pense, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'en ai parlé dans mon train de maturité. Ça naît donc dans des nuages interstellaires. C'est en gros des nuages de gaz, de poussière. Et s'il y a une bonne densité, s'il y a en fait trop de densité par rapport au nuage, le nuage, on appelle ça, il va s'effondrer. Et donc, à partir de là, une étoile, elle peut naître. Donc, aussi conceptuellement, c'est un peu compliqué à s'imaginer comment ça marche, mais vraiment, moi, je m'imagine cet endroit qui s'effondre et au cœur de cet effondrement, il y a une étoile qui va pouvoir naître et après, les températures vont s'échauffer, justement parce que il y a de plus en plus de pression. Et avec ces températures qui s'échauffent, on peut avoir les premières réactions qui se passent. Et ça, c'est ce qui fait une étoile, en fait. C'est les réactions qu'il y a à l'intérieur. Oui. C'est ça qui lui donne son énergie. Parce que tu es venu... durant ton travail, tu as aussi beaucoup de calculs physiques. Et c'était pas la constante de Jeans, c'était la masse de Jeans. Voilà, il faut quand même une certaine masse pour que l'étoile se crée. Oui. Et il faut que ce nuage il soit aussi plus ou moins compact de base pour qu'il y ait les conditions nécessaires. Mais toutes ces formules, moi j'ai aussi fait un peu de physique au collège, je les avais pas vues. Ça, comment est-ce que tu as fait un peu pour découvrir un peu tout ce qui se cache dans l'astrophysique ? Parce que c'est quand même une matière, ça demande des années d'études à l'université. Bon, déjà, il faut savoir que mon travail, forcément, il est à mon niveau, donc ce ne sera pas tout complet. Enfin, j'essaie d'être le plus précis possible en restant aussi de parler que de choses dont je suis vraiment sûr de comprendre pour pas m'égarer dans des choses que je suis pas vraiment sûr de pouvoir expliquer. Après, j'ai beaucoup lu, donc il y a des livres qui sont assez spécialisés là-dedans et qui arrivent bien à l'expliquer. Mon prof de TM, il m'a fourni aussi 2 cours qu'il avait eu lui à l'EPFL. Donc c'est aussi des sources qui sont très sûres, très fiables. Et à partir de là, dedans, il y a certains calculs qui sont soit entièrement dits ou bien les premières étapes. Donc après, le reste, c'est soit à moi de trouver. Et puis si j'arrivais pas, je pouvais toujours demander à mon prof de TM. Lui, il arrivait toujours à me dire quelle est la prochaine étape, en quelque sorte. Ok, d'accord, oui. Oui, parce que justement, après avoir exploré un peu toute la théorie, entre guillemets, même si... Comme tu le dis, c'est toujours un peu délicat de comprendre ce qu'on lit et en même temps de ne pas sursimplifier. Ouais. Il y a toute une partie où tu as aussi dû faire des calculs et c'est un peu aussi ça qui représente l'intérêt de ton travail pour justement ce concours des maturités. Ouais, donc dans la dernière partie, ce que j'ai pu faire, c'est que mon professeur il m'a fourni des données qui étaient récoltées par le satellite Kepler sur un système binaire. Donc c'est 2 étoiles en quelque sorte qui sont en orbite l'une autour de l'autre. Et on a en fait une succession d'éclipses quand l'une étoile elle passe devant l'autre ou l'autre passe devant la première. Et à partir de là, on peut calculer beaucoup de paramètres. Comme par exemple, je peux calculer leur rayon, leur masse, leur température, etc. Et donc ça, c'est un peu la partie, la deuxième partie un peu calculatoire, un peu pratique, où j'ai pu étudier ce système et à la fin faire le lien entre la théorie que j'avais vue auparavant et les résultats que j'avais trouvés. Parce qu'il y a plusieurs classifications d'étoiles qui se font, c'est ça ? Selon la masse, mais aussi, dépendant de la masse, il y aura la température et donc la couleur qui va changer, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment est-ce que ça se
Quels sont ces différents rapports? Alors, en fait, tout est lié, en fait. Si on regarde, plus une étoile, elle sera massive, en général, plus elle sera aussi chaude, donc en termes de température. Et plus la température est chaude, plus la couleur va changer. Les étoiles, comme le Soleil, qui sont relativement froides par rapport à d'autres, elles seront donc plutôt dans les rouges, jaunes, alors que des étoiles plus chaudes vont être plutôt dans le bleu. Donc il y a aussi, ça permet de classifier certaines étoiles selon leur masse, mais leur masse, elle est reliée à la température, à la couleur, donc il y a plusieurs aspects, plusieurs facteurs qui sont toujours reliés l'un avec l'autre. C'est jamais des choses qui sont jamais ensemble, quoi. Et donc, ton système binaire, c'est ça, oui. D'étoiles, il était aussi un peu particulier parce que, si je me rappelle bien, il y en avait une qui était plus grosse et moins lumineuse que l'autre, et l'autre qui était justement plus petite, plus lumineuse, qui tournait aussi un peu plus vite, si je ne me trompe pas. En fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait mes calculs, et vu que j'avais pu parler de la théorie auparavant, j'ai pu me rendre compte qu'il y a un truc qui jouait pas vraiment dans mes calculs. Alors c'est pas que ça jouait pas, c'est que c'est pas le cas le basique que j'ai eu dans mon système. Comment expliquer ça sans trop parler de détails qui servent à rien? Il y avait donc 2 étoiles. Une étoile, elle est beaucoup plus massive que l'autre, mais elle est en même temps un petit peu plus petite. Et ça, c'est assez étonnant parce que d'habitude, plus une étoile est grande, plus elle sera massive. Et là, c'est celle qui est plus petite qui est massive. Et donc, avec la théorie que j'ai pu voir avant, j'ai pu justement me rendre compte qu'il y a quelque chose qui jouait pas. Et donc, on peut expliquer ça d'une certaine façon, c'est que il y a eu un transfert de masse, ça s'appelle. C'est en quelque sorte... Avant, l'étoile la plus massive, c'était la plus grande, mais elle était tellement grande qu'en fait, une partie de sa matière, elle a été plus attirée par son compagnon, enfin l'autre étoile. Et à partir de là, on a eu justement ce cas qui se produit. Et donc, c'est assez intéressant. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans mon travail de maturité. C'est d'avoir pu faire le lien entre toutes les parties, et le lien entre ce que j'ai vu en théorie et puis ce que j'ai pu calculer, et me rendre compte que la théorie c'est utile pour les calculs parce que ça me permet de comprendre ce que je trouve, et que les calculs ça me permet aussi d'utiliser la théorie, donc les deux sont liés. Et je pense que ce qui est aussi particulier avec ton travail et qui fait qu'il est aussi volumineux, c'est que au contraire d'autres disciplines, par exemple le français, si on étudie tout d'un coup un auteur, on ne va pas faire sa biographie parce que techniquement le professeur connaît déjà un peu tout cela, et même les personnes qui vont lire, ça sera un peu pareil. Tandis que là, comme c'est quand même de l'astrophysique, c'est un domaine particulier, c'était quand même important pour toi d'expliciter justement toute la théorie qui existe et que tu as découvert, c'est ça? Oui, parce que déjà c'était une découverte pour moi. Enfin, je connaissais ce que la plupart des personnes connaissent, donc rien à voir avec ce que j'ai discuté dans mon travail de maturité. Et même juste parler de l'évolution en elle-même, juste théoriquement, c'est déjà un travail de maturité en soi, parce que ça ramène beaucoup de concepts qui sont pas si faciles au début, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en termes de physique et en termes de maths aussi. Et donc voilà, après c'est clair que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ces calculs à la suite. C'est parce que mon professeur il avait déjà fait ça avec d'autres élèves, et puis qu'il savait comment faire, il connaît tout ça. Mais ouais, c'est donc... étudier la théorie derrière, c'est déjà en soi, c'est déjà un grand travail en soi. Oui, j'imagine, parce que voilà, tout un cycle de vie, on dit d'une étoile, mais au final, tout dépend de la grandeur, parce que tu relevais aussi que plus une étoile est massive, c'est ça, plus elle se consumera vite, et que plus elle est petite, voilà, c'est comme une sorte de petit feu, voilà, ça se consumera lentement. Et est-ce que tu sais plus ou moins notre Soleil, où est-ce qu'il en est dans son cycle de vie, et combien de temps on pourra encore en profiter si on est encore là? Oui, donc le Soleil fait partie de ces étoiles qu'on dit qui sont peu massives.
dans le sens où on a de la chance, parce que ça veut dire qu'il vit plus longtemps, justement, comme vous l'avez dit. En fait, plus une étoile elle est massive, plus elle aura la possibilité d'avoir une température plus élevée, comme je disais avant. Et donc c'est pour ça qu'elle va en quelque sorte brûler son carburant plus rapidement et mourir plus rapidement. Si on peut parler de mourir pour une étoile, mais je vais le dire comme ça, c'est un peu plus simple. Et le Soleil, on pense qu'il a encore 5 bons milliards d'années devant lui avant d'arriver dans ces phases de fin. Donc on est tranquille de ce côté-là. Ça sera plutôt nous qui partirons avant lui, je pense. Oui, 5 milliards d'années, je crois qu'il y a le temps de voir venir. Mais justement, pour les plus sensibles d'entre nous, moi en faisant partie, on peut se dire, tiens, mais la mort d'une étoile, c'est triste. On s'imagine une petite étoile qui vit, qui grandit et qui meurt. Mais en même temps, c'est quand même nécessaire parce que il y a énormément de matériaux, d'éléments qui sont créés en fait par la mort de ces étoiles, c'est ça ? Alors c'est ça, en fait, toute une vie, durant toute la vie de l'étoile, en son corps, il va y avoir des réactions de fusion. Donc ça va pouvoir permettre de former de nouveaux éléments à partir de l'hydrogène, c'est ce qu'il y a à la base. Je parlais des nuages avant, c'est là où naissent les étoiles, enfin où se forment les étoiles plutôt. C'est souvent de l'hydrogène là-dedans. Et avec les températures qu'il y a au corps de l'étoile et les pressions aussi, ça permet de former des nouveaux éléments comme après l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Et dans la mort en fait des étoiles, il y a tellement d'énergie qui est libérée que ça peut former beaucoup d'autres éléments en fait. Par exemple l'or, tous les éléments, je parle des éléments du tableau périodique, peut-être vous vous rappelez, tous ces éléments ils viennent en fait de ces étoiles la plupart. Donc en fait, en quelque sorte, nous sommes poussière d'étoiles. Et c'est assez aussi poétique de le penser comme ça, mais c'est assez vrai aussi dans le sens où la majorité de ce qui nous entoure vient parce qu'il y a des générations d'étoiles qui se sont succédées et qui ont pu permettre de libérer dans l'espace en fait tous ces éléments. Quelque chose qui m'a aussi impressionné à la lecture de ton travail, c'est qu'en fait, on connaît des objets qui n'existent pas encore. Dans le sens où, là je me réfère aux... c'est les étoiles, les blanches, les naines blanches, les naines blanches qui sont une forme de fin de vie d'étoile, où l'étoile s'est effondrée sur elle-même. Elle fait plus que 20 km, c'est ça, de diamètre, non ou... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, les chiffres comme ça, ça fait un moment que j'ai écrit mon travail de maturité. Je ne sais pas si c'était 20 km. En tout cas, ce qui est important avec ces naines blanches, c'est que elles sont les phases dans la fin de vie d'une étoile, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus de réactions qui se produisent à l'intérieur. Donc, en fait, elles vont plus évoluer. C'est pour ça qu'on parle aussi de mort d'une étoile, c'est dans le sens où elle ne va plus évoluer, elle va rester dans cet état. Et donc, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que on sait que théoriquement, ces naines blanches elles vont perdre au fur et à mesure leur énergie, donc elles vont perdre leur luminosité en fait. Pour l'instant, on les appelle blanches parce qu'elles émettent dans le blanc, c'est-à-dire qu'elles émettent un peu de tous les rayonnements. Et avec le temps, on pense que cette énergie elle va donc s'amenuiser puisqu'il n'y a plus rien pour lui apporter de l'énergie, les réactions ne sont plus là. Et donc au final, elle peut devenir noire et ne plus rien en fait, ne plus produire aucun rayonnement. Sauf que ça prendrait tellement de temps que l'univers n'est pas encore assez vieux pour avoir ça en lui. Donc je pense que c'est un peu ça que vous voulez dire en pensant qu'on connaît en quelque sorte théoriquement ce qui va se produire, mais on n'a pas encore pu le prouver par des observations parce que les observations ne peuvent pas encore nous avoir atteintes. En fait. Oui, exactement. Et je trouve ça presque fou. Ouais. On arrive déjà à prédire, mais c'est ça qui va se passer. Alors qu'on n'a pas d'exemple, entre guillemets, mais on arrive déjà à se figurer. C'est pour ça que la théorie est aussi importante, oui. Parce qu'en sachant, surtout la physique, des sciences dures comme ça, ça suit certaines règles et on arrive à prédire le futur. Et ensuite, avec l'expérience, on arrive justement à confirmer ou non certaines choses. Et je crois que justement, toi, avec tes calculs, donc pour ce système à double étoile,
Tu l'as fait tout seul. Et lorsque tu l'as comparé avec des recherches de, je crois, 2 universités américaines et une université grecque, tu étais arrivé plutôt proche, non? Oui, donc j'ai pu, comme je disais avant, calculer tous ces paramètres. À la fin, j'ai pu justement, comme je l'ai dit, comparer. Et dans la plupart des cas, même dans tous les cas, j'étais dans la bonne marge d'erreur. Donc c'est toujours bien. Parce que mon prof, il m'a donné le papier qui contenait cette étude à la fin de mon travail de maturité. Donc j'ai fait tous les calculs et à la fin, j'ai pu voir si je m'étais gouré au début ou pas. Et je suis assez proche. Donc c'est aussi... Je trouve ça aussi bien de pouvoir faire des calculs sur des objets qui sont à des millions et des millions de kilomètres et d'arriver avec autant de précision, si je peux me permettre. Enfin, c'est quand même assez précis par rapport aux outils que j'avais. Oui, tu disais, voilà, juste avec une feuille Excel, une calculatrice et beaucoup de patience. Je ne l'ai pas dit dans mon travail de maturité, on m'a fait la remarque plusieurs fois. Il y avait quand même un satellite en jeu pour avoir les données. Ça, c'est clair. Mais c'est des données et c'est aussi ce que je suis en train d'améliorer maintenant, vu que je suis au concours national. Donc, le concours national de la Fondation Sciences et Jeunesse. Là, je dois améliorer mon travail de maturité jusqu'à fin mars. Et une des choses, justement, que je peux améliorer, c'est expliquer comment trouver ces données, en fait. Et donc, il y a un site internet où il y a toutes ces données du satellite. Donc, pour essayer aussi, si jamais quelqu'un veut le faire, voir un peu comment moi je l'avais fait en fait. Pouvoir en quelque sorte répliquer ce que tu avais produit. Ouais. Sur d'autres systèmes. Ok, oui. Ah bah pas mal. Et donc, toi, après ça, tu comptes continuer en astrophysique ou c'est quoi ton plan pour le futur? Alors en astrophysique, je sais pas encore. En tout cas en physique, oui. Je vais partir à l'EPFL l'année prochaine, du coup en physique. Je sais pas encore ce que ça sera pour le futur, si ça sera en astro ou bien en autre chose. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je fais ce qui me plaît. Comme pour mon travail de maturité, ça m'a beaucoup passionné ce sujet. Et tant que je fais ce qui me plaît, ça devrait aller. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et pour toi, ça a été quoi la partie la plus difficile lorsque tu as dû écrire ton thème? Qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés? Je dirais que c'est arriver à faire le bon mélange entre aller assez loin dans ce que j'écris pour que ce soit intéressant aussi pour un travail de maturité et puis pas juste recopier des sites ou d'internet ou bien ce que j'ai lu dans des livres, mais sans aller trop loin et arriver au point où j'arrive plus vraiment à tout comprendre ou bien parce que dans un sujet comme ça on peut rester très superflu et puis rester juste à la base et puis s'adresser un peu à tout le monde, comme on peut aller dans des détails qui sont vraiment pas beaucoup de gens, pas tout le monde ne les comprend. Et donc c'était un peu ça aussi au niveau des sources. Il y a rarement des sources entre deux, c'était des livres où il y avait des pages entières où je comprenais rien parce que c'était pas de mon niveau forcément, ou soit c'était des articles ou d'autres livres qui étaient vraiment destinés à un public d'intéressés mais pas forcément qui sont pas vraiment intéressés par les maths derrière, et donc c'est un peu compliqué de jongler entre les deux aspects. Excellent, eh bien merci beaucoup Fabio pour ton temps, d'avoir bravé la pluie et le froid avec moi. D'habitude c'est pas comme ça en Valais, mais bon voilà. C'est aussi bien pour la nature, voilà, ça remplit un peu tout ça. Pour notre petite planète, un peu plus terre à terre après toute cette discussion, la tête dans les étoiles. Je te souhaite en tout cas toute bonne chance pour ce concours et aussi pour tes examens. Voilà, tu es en 5e, ouais. Ça se rapproche très vite. Tip top. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis ou d'avoir contemplé un peu le paysage quelques instants avec nous. On se retrouve tout bientôt au sec pour une prochaine interview. À tout bientôt sur Unimix.